L'histoire se déroule quand j'avais 12 ans. Cela fait plus de la moitié de ma vie, mais même aujourd'hui, y repenser me met mal à l'aise. J'ai essayé d'effacer cet événement de ma mémoire, et je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer si deux inconnus bienveillants ne m'avaient pas aidé ce jour-là. Un jour, je rentrais de l'école à pied, comme d'habitude. C'était une marche de 4 kilomètres le long d'une route fréquentée, et j'étais seul. À un moment donné, à une intersection que je traversais, un homme grand et à l'allure négligée m'a remarqué. Il devait avoir une trentaine d'années, mais à cet âge-là, je n'étais pas très doué pour estimer l'âge des adultes. Il a commencé à me suivre et à essayer de lancer une conversation. Il me répétait que j'étais jolie et qu'il voulait qu'on devienne amis. Il m'a demandé où j'habitais, si mes parents étaient à la maison, et m'a posé de nombreuses autres questions. Je me contentais de marcher plus vite et de lui répondre de façon évasive, essayant de rester poli malgré l'inquiétude qui montait en moi. À mesure que nous nous rapprochions du quartier où je vivais, je commençais à me sentir de plus en plus mal à l'aise. Il continuait à me suivre, et je voulais clairement qu'il me laisse tranquille. Quelque chose n'allait pas chez lui. Les adultes ne me parlaient jamais de cette manière. La seule façon que j'ai trouvée pour m'en débarrasser a été de lui donner un faux numéro de téléphone et de promettre de répondre s'il appelait. Il me mettait vraiment mal à l'aise. Je lui ai donc donné ce faux numéro et j'ai filé à toute vitesse. Les mois suivants se sont écoulés sans que je ne croise cet homme à nouveau, alors je l'ai complètement oublié. Je me suis dit que c'était probablement juste un type bizarre. Mais, comme vous vous en doutez, les choses n'allaient pas rester ainsi. Un jour, environ 4 mois plus tard, je rentrais encore une fois de l'école à pied. J'admets que je ne faisais pas très attention à ce qui m'entourait, jusqu'à ce que j'entende des pas rapides derrière moi. Par réflexe, je me suis retourné, et c'était cet homme étrange, celui que j'avais déjà rencontré. Il a ralenti en m'atteignant, mais il n'a pas cessé de crier après moi tout le long du chemin. Il avait compris que je lui avais donné un faux numéro et il était furieux. Il n'arrêtait pas de crier, m'accusant de me croire supérieur à lui, et c'est pour cela, selon lui, que je lui avais donné un faux numéro. J'étais terrorisé. Il était vraiment en colère et j'avais peur qu'il me fasse du mal, mais je ne pouvais pas attirer l'attention des conducteurs. J'ai accéléré le pas en direction de la station-service la plus proche, qui, heureusement, n'était pas très loin. Tout ce temps, il me suivait en criant toujours. Quand je suis arrivé à la station, j'ai immédiatement capté l'attention de 2 hommes costauds qui se tenaient à côté de leur camionnette. Ils ont dû voir la peur sur mon visage ainsi que l'homme qui me suivait, car ils se sont précipités vers moi pour me demander si tout allait bien. J'étais trop effrayé pour parler. Je me suis contenté de hocher frénétiquement la tête en essayant de me cacher derrière eux. Les hommes ont immédiatement demandé à l'homme pourquoi il me suivait. Il leur a raconté n'importe quoi, essayant même de prétendre qu'il était mon frère, mais je n'ai cessé de secouer la tête en silence. Je suppose qu'à ce moment-là, ils ont compris ce qui se passait, et ils ont commencé à crier après lui, l'accusant d'être un prédateur. Je n'ai pas attendu pour savoir ce qui allait se passer. Profitant du fait qu'il était distrait, j'ai pris la fuite. L'homme a remarqué que je partais et a tenté de me rattraper, mais les 2 hommes n'ont pas apprécié. Ils l'ont immédiatement plaqué au sol et l'ont jeté à l'arrière de leur camionnette. Ils hurlaient à ce moment-là, mais je n'ai pas attendu pour voir la suite. J'ai couru à toute allure jusqu'à chez moi, ne m'arrêtant qu'une fois arrivé à la maison. Je n'ai jamais su comment interpréter ce qui s'était passé, mais cela m'a profondément marqué. Je ne veux même pas savoir ce qu'ils ont fait de cet homme étrange, ni où ils l'ont emmené. Honnêtement, je préfère ne pas le savoir. J'ai raconté l'histoire à mes parents et j'ai changé mon trajet pour rentrer de l'école. Je ne l'ai jamais revu et j'en suis reconnaissante. Même si, sur le moment, je n'ai pas pu dire ce que j'avais besoin de dire. Ces 2 inconnus ont vu que j'étais en détresse et ils sont intervenus pour m'aider. Même après toutes ces années, je me souviens encore de la terreur que j'ai ressentie, suivie du soulagement immense quand ils l'ont emmené loin de moi. Cela s'est passé en 2015. J'avais déménagé dans une petite maison loin de ma ville natale l'année précédente, donc je m'habituais encore à la région et je n'avais pas encore rencontré beaucoup de monde. Je travaillais aussi depuis chez moi, ce qui rendait les rencontres encore plus difficiles. Pour Noël,
Je n'avais aucun plan, ma famille était trop loin et je n'avais pas assez de jours de congé pour aller les voir. C'était donc en fait mon premier Noël seul. La veille de Noël, je suis resté éveillé à travailler, en me disant que j'allais prendre de l'avance pour ne pas avoir à m'occuper de quoi que ce soit le jour de Noël. Je travaillais dans le salon, écoutant de la musique, quand à travers celle-ci j'ai entendu quelque chose venant de l'extérieur. J'ai enlevé un de mes écouteurs pour écouter, mais je n'ai rien entendu de plus. Je me suis donc levé pour jeter un coup d'œil. Avec mes écouteurs, il était difficile de savoir d'où venait le bruit, mais j'étais à peu près sûr qu'il venait de l'extérieur de la maison et non de l'intérieur. Je suis allé à la fenêtre arrière, mais je n'ai rien vu. Je suis ensuite allé à la fenêtre de devant et là encore, rien. Puis j'ai regardé par la porte d'entrée. Sur le porche, il y avait des empreintes de chaussures dans la neige. Elles allaient jusqu'à ma porte d'entrée puis repartaient vers l'allée. Il n'y avait aucun colis ni courrier sur le porche, juste ces traces de pas. C'était vraiment étrange, et cela m'a rendu un peu nerveux. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un viendrait jusqu'à ma porte à 23h la veille de Noël. J'ai vérifié que la porte était bien verrouillée, puis je suis retourné travailler, avant d'aller me coucher peu après. C'était un peu bizarre de se réveiller le matin de Noël, ayant l'impression que c'était un jour comme les autres. J'ai fait un café et je me suis installé dans mon fauteuil pour regarder la télévision. Je pense que j'ai passé toute la matinée à regarder des émissions et des films. J'ai appelé mes parents et discuté avec eux un moment, mais c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai pensé à sortir, mais il faisait vraiment froid, et le vent était très fort, donc je suis resté à l'intérieur toute la journée. Vers 18h, je n'avais pratiquement rien fait de la journée. J'ai préparé le dîner en pensant me coucher tôt. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose dehors. Le bruit de pas dans la neige se dirigeant vers la porte d'entrée. Je suis resté silencieux, sachant que personne n'était censé venir ici. Après quelques secondes, j'ai de nouveau entendu des pas, cette fois s'éloignant de la maison. Je suis monté pour vérifier, et j'ai vu presque la même scène que la veille. Après cela, je me suis forcé à rester éveillé plus longtemps. Je suis resté vigilant jusqu'à probablement 10h du soir, avant de finalement m'endormir sur le canapé. Je me souviens avoir essayé de rester éveillé, mais je ne prévoyais pas de m'endormir là. Quand je me suis réveillé, la télé était toujours allumée et diffusait des lumières dans toute la pièce sombre. Je me suis levé et j'ai éteint l'écran avant de me diriger vers ma chambre. Alors que je traversais le couloir, mes yeux se sont immédiatement fixés sur la porte de ma chambre. Elle était ouverte, alors que je la gardais toujours fermée. Je me suis approché et l'ai poussé plus grand, puis j'ai allumé la lumière. Des empreintes de chaussures mouillées étaient dispersées sur le sol, allant jusqu'à la fenêtre et en revenant. Complètement sous le choc, je me suis retourné et ai allumé la lumière du couloir, découvrant encore plus d'empreintes allant vers le salon. Je les ai suivies, mais elles s'arrêtaient juste à l'extérieur du salon, comme si elles avaient fait demi-tour après m'avoir vu endormi sur le canapé. Il n'y avait aucune autre trace dans la maison. La police a fait ce qu'elle a pu, mais pour être honnête, ils n'ont pas vraiment été d'une grande aide. Leur théorie actuelle est que l'homme était venu les 2 nuits précédentes pour voir si j'étais chez moi. Ne voyant personne répondre à la porte, il a probablement pensé que j'étais parti pour les fêtes. Il est probable qu'il soit entré chez moi pour me cambrioler, mais cela reste extrêmement perturbant, surtout que j'étais chez moi, endormi pendant que tout cela se passait. Quoi qu'il en soit, cette personne n'est jamais revenue. Je travaille à temps partiel dans une station-service de ma ville, située plutôt en périphérie, près des banlieues. C'est une station-service tout ce qu'il y a de plus classique, ni particulièrement effrayante, ni isolée. J'ai choisi de travailler là-bas uniquement parce que les loyers augmentaient, et mon autre travail ne suffisait plus pour couvrir mes dépenses. Le seul créneau que je pouvais prendre, en fonction de mon emploi du temps, était le quart de nuit, et les stations-service sont l'un des rares endroits à proposer ces horaires-là. C'était il y a seulement 10 mois. Il faisait assez froid ce soir-là, et il restait encore de la neige au sol après une forte chute quelques jours auparavant. Mais à part ça, la nuit se déroulait de manière assez habituelle. Étant en banlieue, il n'y avait pas beaucoup de circulation autour de la station. C'était surtout quelques voitures qui passaient de temps en temps.
Aux environs de minuit, seule une poignée de voitures venait à la station chaque heure. Au bout d'un moment, je me suis ennuyé et j'ai décidé de quitter le comptoir pour me promener dans le magasin, réorganisant les articles sur les étagères pour qu'ils aient l'air bien rangés. Ce n'est que quelques minutes plus tard que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je me suis retourné et j'ai vu un homme entrer directement jusqu'au comptoir. Il se penchait par-dessus le comptoir, regardant des deux côtés comme s'il cherchait quelqu'un pour l'aider. « Puis-je vous aider ?» dis-je en retournant vers le comptoir. L'homme se tourna et me regarda presque comme si je l'avais surpris. Puis, il hésita avant de répondre « Non, ça va », et de sortir du magasin. Il était assez évident qu'il avait besoin d'aide pour quelque chose. Mais en voyant ça, ma première pensée fut qu'il envisageait peut-être un braquage. Après tout, je travaillais dans une station-service, donc c'était quelque chose qui me traversait l'esprit de temps en temps. J'ai regardé l'homme sortir et monter dans une voiture garée à un endroit assez bizarre, près des pompes, mais pas vraiment dans la zone de stationnement. Il est monté dans la voiture et est parti. Je n'avais aucun moyen de savoir s'il planifiait vraiment quelque chose, mais tout semblait indiquer que oui. Je me suis dit que peut-être le fait que je sois derrière lui quand il est entré, et non au comptoir, l'avait perturbé, et que cela avait suffi à le dissuader. Quoi qu'il en soit, j'étais presque sûr, après quelques minutes de réflexion, qu'il s'agissait d'une tentative de braquage. J'ai donc appelé la police pour le signaler au cas où ils essaieraient dans une autre station-service. Ils m'ont dit qu'un officier arriverait dans quelques minutes pour prendre mon témoignage, alors j'ai raccroché et j'ai attendu. Mais à peine une minute plus tard, la même voiture est revenue sur le parking. Ils sont retournés exactement à la même place où ils s'étaient garés avant, puis ont simplement attendu là, moteur allumé. J'étais presque certain de voir du mouvement sur les deux sièges avant, comme s'il y avait au moins 2 personnes dans la voiture. J'ai rapidement verrouillé les portes de la station et me suis préparé à ce qui pourrait bientôt arriver. En continuant de regarder par la fenêtre, la voiture restait là. Personne n'en sortait, comme s'ils attendaient le bon moment. Heureusement, les policiers sont arrivés et ont immédiatement reconnu la voiture que j'avais décrite. Ils se sont garés derrière eux, bloquant la voiture. Étonnamment, il n'y a pas vraiment eu de scène. L'officier s'est simplement approché et a fait sortir 2 hommes, dont l'un était celui qui était entré plus tôt. Ils ont essayé de faire comme s'ils ne faisaient rien de suspect, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Bien que leur plan semblait simple à première vue, leur voiture révélait une possibilité bien plus troublante. Dans le coffre, il y avait une réserve d'armes, ainsi que de la corde, du ruban adhésif et d'autres objets du même genre. Les 2 hommes sont maintenant derrière les barreaux, mais je me sens encore presque traumatisé en sachant ce qu'ils avaient dans leur voiture. Si je ne les avais pas signalés après cette première interaction étrange, j'aurais vécu bien pire qu'un simple vol, et il est possible que je n'aurais plus jamais été revu après cette nuit. C'était juste l'hiver dernier, début février, et je conduisais pour ma prochaine commande sur Kijiji Express. J'étais un peu fatigué, car cela faisait déjà 4 heures que je conduisais, et il était presque minuit. Après cette livraison, j'avais décidé de rentrer à la maison, car je craignais de m'endormir au volant, surtout avec toute la glace et la neige sur la route. Je roulais sur une route assez déserte. C'était une route secondaire qui reliait 2 des principales villes de ma région. Mais il y avait un tronçon de 5 km sans bâtiment, ni maison, ni aucun endroit où s'arrêter. Alors que je roulais sur cette portion, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai soudainement été frappé par une vague de fatigue, et j'ai perdu ma concentration sur la route pendant juste quelques secondes. Mais c'est tout ce qu'il a fallu. Je pense que j'ai glissé sur une plaque de verglas, et je me suis déporté sur le côté. Même si j'ai repris mes esprits tout de suite après, c'était déjà trop tard. J'ai essayé de redresser la voiture sur la route, mais elle a glissé tout droit et est tombée dans un petit fossé entre la route et la forêt. Ce n'était pas un accident grave, car la neige avait amorti l'impact, mais cela m'a tout de même secoué un peu. Je savais immédiatement qu'il serait impossible de sortir de cette situation. Ma voiture était coincée sur la pente du fossé dans la neige épaisse. Je n'ai même pas essayé de sortir pour voir à quel point c'était grave. J'ai tenté de manœuvrer la voiture pour avoir un peu de traction, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Alors que j'essayais de trouver une solution, j'ai remarqué des phares au loin. Au début, je pensais que c'était juste une voiture qui passait, mais après quelques secondes,
Il était clair qu'elle ne bougeait pas. Quelqu'un devait être garé plus loin sur la route, phares allumés, ce qui m'a mis mal à l'aise à cause de la coïncidence. Il n'y avait personne sur cette longue route déserte, et voilà cette voiture qui ne bougeait pas. Il n'était pas assez proche pour avoir pu s'arrêter et m'aider, mais pas assez loin non plus pour ne pas voir mes phares. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé mon père, sachant qu'il serait encore réveillé, en espérant qu'il pourrait m'aider. Je n'avais jamais été dans une telle situation auparavant, donc je ne savais vraiment pas quoi faire. Il m'a dit qu'il allait appeler l'assistance routière et qu'il viendrait me rejoindre. Je l'ai remercié et j'ai ressenti un soulagement en sachant qu'il serait là dans quelques minutes. Je me suis tourné de nouveau vers la route pour chercher les phares que j'avais vus, mais ils avaient disparu. Il faisait trop sombre pour que je voie quoi que ce soit à cette distance sans lumière, donc je ne savais pas s'ils étaient beaux partis ou s'ils avaient simplement éteint leurs phares. Cela commençait à me rendre nerveux, d'autant plus que le silence devenait de plus en plus oppressant, n'entendant que le vent souffler autour de ma voiture. Après 3 minutes d'attente, j'ai vu une silhouette marcher vers ma voiture. Elle venait de la direction où les phares avaient été. Je l'ai observée avancer lentement à travers la neige, jusqu'à arriver à environ 5 mètres de l'avant de ma voiture. Puis, la personne s'est arrêtée. Elle se tenait là, dans la neige, me faisant face, mais sans bouger. Je ne voyais pas grand-chose d'elle, car elle portait une capuche qui couvrait son visage, mais la façon dont elle restait immobile dans mes phares m'a terrifié. Après un moment, j'ai klaxonné doucement, juste pour lui faire savoir que j'étais dans la voiture et que je l'avais vue. Pourtant, il ne bougea pas et ne réagit pas. Alors que je sortais mon téléphone pour rappeler mon père, l'homme s'est finalement retourné et est parti, disparaissant dans l'obscurité sur la route. J'ai quand même appelé mon père pour lui parler de cette étrange personne qui errait ici, et il m'a dit qu'il arrivait dans 1 minute. Cette fois, je suis resté au téléphone avec lui, et environ 30 secondes plus tard, j'ai vu des phares s'allumer plus loin sur la route et se diriger vers ma voiture. Une fois arrivés juste de l'autre côté de la route, ils se sont garés et ont éteint leurs phares. Je ne pouvais pas voir au-dessus du fossé, mais j'ai entendu une porte s'ouvrir. J'ai crié à travers le téléphone pour demander ce qui se passait, mais c'est à ce moment-là que la voiture de mon père est arrivée en trombe et s'est arrêtée brusquement devant ma vue. J'ai entendu mon père crier après quelqu'un, puis la personne est remontée dans sa voiture et a démarré en trombe. Ils ne sont jamais revenus, mais mon père a dit que le gars tenait quelque chose dans ses mains. Quelque chose qui ressemblait à un objet pour forcer la serrure de ma voiture. Heureusement, tout s'est bien terminé après ça, et il s'est avéré que la voiture n'avait presque aucun dégât. Je ne sais pas ce qui allait se passer cette nuit-là, mais je sais que j'ai vraiment eu de la chance de ne jamais le découvrir. L'année dernière, pour le Nouvel An, mes 2 meilleurs amis et moi avons décidé que ce serait amusant de se retrouver et de louer une maison pour la nuit. Nous n'étions pas trop attirés par les grandes fêtes, mais on aimait bien passer du temps entre nous, en petit comité. De plus, nous vivions tous dans des chambres en résidence universitaire, donc avoir une maison pour nous seuls, ne serait-ce que pour une fois, semblait être une excellente idée, même sans faire la fête. Mon ami Jason a loué une maison sur Airbnb dans les environs de la ville où nous nous trouvions. J'ai fait du covoiturage avec mon autre ami, Christian, et nous avons retrouvé Jason là-bas, le jour du réveillon, vers midi. Ce lieu ressemblait plus à une cabane qu'à une maison normale, avec tout en bois, et les caractéristiques typiques d'une cabane. Il y avait d'autres maisons du même genre autour, mais elles étaient suffisamment espacées pour que l'on ait l'impression d'être seul dans les environs. L'intérieur n'était pas génial, mais comme c'était l'un des endroits les moins chers disponibles, nous ne nous attendions pas à un luxe incroyable. Nous avons passé la journée à discuter dans le salon et vers 18h, Christian est sorti pour aller chercher des snacks et des boissons. Pendant ce temps, Jason et moi étions toujours dans le salon quand quelqu'un a frappé à la porte. Nous nous sommes regardés, surpris, sachant qu'il était vraiment étrange que quelqu'un vienne frapper à la porte d'un Airbnb dans un endroit aussi isolé. Je me suis levé pour regarder par le Judas et j'ai vu un homme debout sur le seuil. J'ai remarqué que la porte avait un de ses verrous en métal. Alors je l'ai fermée et j'ai entrouvert la porte juste assez pour le voir.
Habituellement, je n'ouvre pas à un inconnu, mais étant dans la maison de quelqu'un d'autre, je ne savais pas s'il s'agissait peut-être de l'hôte ou autre chose. L'homme m'a regardé et j'ai immédiatement perçu un air de mécontentement sur son visage. Il semblait en colère pour une raison quelconque, et cela est devenu plus évident lorsqu'il a commencé à parler. D'un ton désagréable et autoritaire, il nous a dit que nous devions faire attention à ne pas faire de bruit ce soir-là et à ne pas déranger tout le quartier. La manière dont il l'a dit était presque menaçante, comme si nous avions déjà fait du bruit mais nous n'avions rien fait de bruyant, ni même prévu de le faire. De plus, toutes les maisons étaient si éloignées les unes des autres qu'il était impossible qu'il entende quoi que ce soit, à moins qu'on ne fasse exploser des feux d'artifice ou quelque chose du genre. Je n'avais pas envie de discuter, alors je me suis contenté de répondre « D'accord », et j'ai refermé la porte sur lui. Mais à peine une seconde plus tard, il a frappé à nouveau avec force. Cette fois, je l'ai ignoré, échangeant un regard avec Jason, comme pour dire que ce type était complètement cinglé. Nous l'avons entendu partir après un moment et quand Christian est revenu, nous lui avons raconté l'incident. Il avait du mal à nous croire. Les 3 heures suivantes ont passé rapidement, alors que nous regardions un film et jouions à des jeux sur la Switch de Jason. Puis, un peu avant minuit, nous avons entendu un bruit à l'extérieur. Cela ressemblait à quelqu'un qui faisait tomber quelque chose au sol, et quelques secondes plus tard, un bruit perçant de verre brisé est venu de juste devant la porte. Nous nous sommes tous levés en courant pour regarder par la fenêtre, et avons vu le même homme que plus tôt, debout près de la voiture de Christian, qui était maintenant couverte de morceaux de verre provenant du pare-brise éclaté. L'homme tenait une batte de baseball en métal et semblait dans un état de folie, faisant des allers-retours tout en devenant de plus en plus agressif. Christian, furieux, a ouvert la porte et est sorti pour le confronter. Jason et moi avons couru pour l'arrêter, mais avant même d'arriver à la porte, un coup de feu a retenti dans la cabane. Je me suis figé, réalisant ce qui venait probablement de se passer, mais c'était presque un miracle lorsque j'ai vu Christian revenir en courant à l'intérieur et verrouiller la porte derrière lui. Quelques autres coups de feu ont suivi, touchant le côté de la cabane, puis l'homme a commencé à frapper la porte d'entrée avec la batte. Et tout aussi soudainement que cela avait commencé, l'homme s'est enfui. Après une enquête, il s'est avéré qu'il n'était même pas un voisin de l'Airbnb. Personne ne semble savoir qui il était, où il habitait, ou même pourquoi il a soudainement perdu la tête. Ce fut simplement une rencontre incroyablement dangereuse et imprévisible qui a failli nous coûter la vie. Depuis quelques années, je travaille pour Uber Eats pendant les vacances d'hiver. L'université nous laisse un mois entier de congé, et Uber Eats est le travail le plus simple à faire sans avoir à passer par des entretiens d'embauche et tout ce genre de choses. En plus, je ne travaillais pas pendant l'année scolaire, donc c'était quelque chose de facile à reprendre pendant les fêtes. Cela s'est passé quelques semaines avant Noël. Ce soir-là, il neigeait beaucoup, mais je ne pouvais vraiment pas me permettre de faire le difficile sur les jours de travail, car j'avais seulement un temps limité pour gagner suffisamment d'argent afin de tenir jusqu'aux prochaines vacances. J'avais emprunté la camionnette de mon père et j'avais commencé à conduire. La neige devait avoir gardé beaucoup d'autres conducteurs à la maison, car je recevais des commandes toute la soirée, et des grosses en plus, celles qui payent bien. J'avais déjà travaillé pendant au moins 3 heures quand une commande est arrivée pour récupérer une commande dans un restaurant avec service au volant. La maison était à environ 20 minutes de moi, mais le pourboire et tout le reste étaient vraiment intéressants. Il n'y avait honnêtement rien d'anormal ou de suspect dans cette commande, c'était comme toutes les autres. J'ai récupéré la commande et je suis parti en direction de la maison. En regardant rapidement la carte, il semblait que la maison se trouvait dans un quartier assez chic de l'autre côté du département. J'étais déjà passé dans cette zone mais sans vraiment rentrer dans les quartiers. À ce moment-là, il était 11 heures du soir, et une bonne couche de neige s'était accumulée sur les routes. Je commençais aussi à être fatigué, alors je me suis dit que ce serait ma dernière livraison avant de rentrer chez moi pour recommencer demain. Une fois arrivé dans le quartier, j'ai conduit dans la rue et observé les maisons en passant. Elles étaient toutes immenses et disposaient de beaucoup de terrain entre elles, mais aucune des maisons ne semblait être très récente. Elles avaient ce style typique des anciennes demeures bourgeoises, essentiellement très grandes mais sans grand attrait. Bref,
Il m'a fallu un certain temps pour arriver à l'adresse à laquelle je devais livrer. L'allée était recouverte d'au moins 30 cm de neige. Alors j'ai garé la camionnette dans la rue, puis je suis sorti pour marcher jusqu'à la maison, me couvrant les pantalons et les chaussures de neige. Je remarquai qu'aucune lumière n'était allumée aux fenêtres et qu'un morceau de papier était scotché sur la porte d'entrée. Une fois arrivé sur le perron, je me suis approché pour regarder de plus près. En haut de la page, il était écrit « Avis » en grosses lettres rouges, et les premières lignes indiquaient que cela avait été émis par le département. Mais avant que je ne puisse lire plus loin, j'ai entendu des pas crisser dans la neige derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu un homme s'approcher de moi depuis le côté du garage. Il avait les cheveux ras et portait une veste sale. « Je viens juste déposer votre commande », dis-je pour rompre le silence, mais l'homme continuait d'avancer sans rien dire. Une fois qu'il fut à quelques mètres de moi, j'ai senti que quelque chose n'allait pas chez lui. C'était un pressentiment. Il me regardait avec des yeux froids et fatigués, puis tendit la main pour prendre le sac. Je le lui tendis, mais il ne bougeait toujours pas. Il restait là, immobile, sur le chemin qui menait à l'allée. Plus les secondes passaient, plus je réalisais à quel point il était étrange qu'il soit dehors à cette heure, et encore plus qu'il ne rentre pas maintenant qu'il avait récupéré le sac. « Bonne nuit, monsieur », dis-je en me décalant sur le côté et en commençant à marcher pour passer devant lui. L'homme resta là, immobile, avant de se retourner brusquement. Du coin de l'œil, il me sembla qu'il avait tendu son bras, comme s'il essayait de m'attraper. Je reculai rapidement et me tournai pour lui faire face, alors qu'il commençait à avancer vers moi en disant « Viens avec moi » tout en tendant la main. Je reculais aussi vite que possible dans la neige épaisse, et l'homme continuait de me poursuivre en criant de ne pas courir. Une fois que j'ai réussi à trouver un bon appui, j'ai pu le distancer et courir vers ma camionnette, reculant avant même qu'il n'ait la chance de m'atteindre. En partant, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu l'homme rester planté dans l'allée, me regardant fixement. J'ai appelé la police dès que j'étais sorti du quartier, mais l'homme avait déjà disparu. Plus tard dans la soirée, les policiers m'ont informé que la maison n'appartenait à personne pour le moment, ce qui, je suppose, était lié à l'avis collé sur la porte. Ce que l'homme essayait de faire reste inconnu, mais depuis cette expérience, je suis toujours sur mes gardes lorsque je livre à une maison sans aucune lumière allumée, en me demandant si je pourrais revoir cet homme. Toute cette histoire a commencé quand j'étais adolescente. Maintenant, je suis dans la fin de la vingtaine et je suis une femme. C'était une simple conversation que j'avais complètement oubliée jusqu'à il y a environ 2 ans. Mais au cours des 2 dernières années, il s'est passé des choses qui m'ont fait repenser à cette courte discussion. J'avais environ 13 ans, et ma mère et moi venions de retourner vivre chez ma grand-mère, où mon oncle vivait déjà à l'époque. Un ami de mon oncle vivait également avec nous, mais il ne devait rester que quelques mois. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi il était là, juste qu'il logeait temporairement. Un jour, alors que cet ami n'était pas à la maison, mon oncle m'a fait asseoir et m'a dit qu'il ne voulait pas que je sois seul avec son ami, que je devais l'appeler si jamais je me retrouvais seul avec lui. À peine une semaine après notre arrivée, mon oncle a mis son ami à la porte. J'étais jeune, je n'ai pas réfléchi plus que ça à cette conversation, et je l'ai complètement oubliée. Mais il y a environ 2 ans, mon oncle est décédé soudainement et de façon inattendue. Après son décès, son ami est revenu dans la vie de ma grand-mère. Je crois que ma grand-mère, Connie, voyait en lui un substitut de mon oncle. Au début, tout semblait normal. Mais après quelques visites, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise en sa présence, sans savoir pourquoi. C'est alors que je me suis souvenu de cette conversation que j'avais eue avec mon oncle. J'ai essayé de passer outre, car cette discussion avait eu lieu il y a plus de 10 ans, et il était désormais marié à une femme charmante. Je pensais donc que les choses avaient peut-être changé. Il faisait souvent des blagues stupides que je ne trouvais pas drôles, mais qui étaient toujours inoffensives. Par exemple, parfois je rentrais du travail avec un bol de snack que mes collègues et moi partagions, et il me demandait toujours où était sa part, ce genre de choses. Mais parfois, il faisait des commentaires sur mes vêtements qui me mettaient un peu mal à l'aise.
Mais comme j'avais l'habitude que ma famille fasse des blagues similaires, je n'y prêtais pas trop attention. Il disait des choses du genre « Pour qui tu te fais belle en sortant habillée comme ça ?» ou « Tu dois repousser tous les hommes en te promenant ainsi, n'est-ce pas ?» À partir de là, j'ai commencé à éviter de sortir de ma chambre lorsqu'il venait chez ma grand-mère. Mais parfois, ces interactions étaient inévitables, car il arrivait qu'il soit là lorsque je rentrais du travail, ou qu'il vienne sans prévenir. Pour donner un peu plus de contexte, je suis fiancé à un homme qui vit dans un autre pays, et à force d'aller le voir, je suis vraiment tombée amoureuse de l'endroit où il vit. De plus, y vivre est plus abordable et bien plus sûr pour nous deux. Alors, nous travaillons à organiser mon déménagement là-bas pour le rejoindre. Je ne parle pas de tout cela à l'ami de mon oncle parce qu'il me met mal à l'aise, mais je sais que ma grand-mère partage tout avec lui. Il est donc au courant de la situation, et il m'a déjà posé des questions à plusieurs reprises sur les raisons de mon déménagement. Chaque fois, je lui explique que c'est là que vit mon fiancé et que j'adore tout dans cet endroit. Mais à chaque fois, il rétorque quelque chose du genre « Ah, bien sûr, c'est pour un homme ». Il fait aussi des commentaires du style « Je suppose que tu es vraiment amoureuse alors » ou « Je ne comprends pas tout ça, mais bon, peu importe ». On aurait dit que ça le dérangeait que je sois fiancé et que je parte. Encore une fois, je préférais me réfugier dans ma chambre et me convaincre que j'exagérais les choses. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas en parler à ma grand-mère, car dans ma famille, c'est toujours la même histoire. Si tu ne veux pas qu'on fasse des commentaires, couvre-toi. Je n'ai même pas le droit de porter des shorts autour des membres masculins de ma famille, parce que si l'un d'eux a de mauvaises pensées en me regardant, ce sera de ma faute. Toutes ces petites choses étaient très inconfortables, mais je faisais de mon mieux pour les ignorer, me cacher dans ma chambre et éviter les situations où je devrais interagir avec lui. Cependant, il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui m'a vraiment mise mal à l'aise. Je suis arrivé au travail et ma collègue m'a raconté qu'hier après-midi, un homme correspondant parfaitement à la description de l'ami de mon oncle était venu après mon départ. Il a posé des questions sur moi, comme à quoi je ressemblais, où j'habitais, et même des détails sur mon projet de déménagement à l'étranger. Il a mentionné qu'il était l'ami de mon oncle. Je n'étais pas là, donc je n'ai pas entendu tout cela moi-même. Mais ma collègue est quelqu'un de très fiable, elle ne dit jamais des choses comme ça pour plaisanter. Elle est même la première à dénoncer quelqu'un quand elle attrape quelqu'un en flagrant délit de mensonge. Je lui fais donc entièrement confiance. Elle m'a dit qu'il avait raconté que depuis la mort de mon oncle, il essayait de me voir de plus en plus souvent, parce qu'il se souciait de moi et qu'il me considérait comme sa fille. Rien que ce commentaire m'a dérangé, car j'ai à peine interagi avec cet homme et je l'évite autant que possible. Alors pourquoi se sent-il aussi proche de moi? Il a aussi longuement parlé de mon déménagement à l'étranger et ne voulait pas lâcher le sujet. Il n'arrêtait pas de dire qu'il ne comprenait pas comment je pouvais être amoureuse de quelqu'un qui vivait si loin et que je devrais plutôt rester ici et trouver quelqu'un à aimer dans ma propre région. Il faisait d'autres remarques du genre, indiquant clairement qu'il n'approuvait pas mon départ pour vivre avec mon fiancé. Cet homme est étrangement obsédé par moi. Je ne lui ai jamais dit où je travaillais, mais je sais que ma grand-mère l'a probablement fait. Ça me rend toujours aussi mal à l'aise qu'il soit venu à mon travail, qu'il ait demandé des détails sur ma vie et mon futur, et qu'il exprime ouvertement son désaccord avec mes choix, alors que je ne le connais presque pas. Je n'attends qu'une chose, c'est de quitter cette maison et de m'éloigner de lui. Je vais vous raconter l'histoire de ma brève rencontre avec un homme qui se faisait appeler Happy. Je suis certaine que ce n'était pas son vrai prénom, mais cela ajoutait une ambiance encore plus étrange à cette histoire. Même si tout cela s'est passé il y a environ 9 ans, il m'arrive encore parfois de penser à lui, surtout lors des journées grises et couvertes, comme celle où je l'ai rencontré. C'était en 2013. Je travaillais alors dans une boutique de cannabis à Marseille, pas loin du Vieux-Port. Environ 35% de nos clients étaient des personnes sans abri. Parfois, quelqu'un en pleine crise psychotique tentait d'entrer, mais si la personne criait ou semblait incohérente, la sécurité ne la laissait pas entrer. Tant qu'ils présentèrent les papiers médicaux, une pièce d'identité et de l'argent, ils étaient les bienvenus. Nous avions même un programme de solidarité.
Nous remplissions de petits sacs avec des résidus de cannabis restants au fond des bocaux, et nous les donnions gratuitement, un par jour, à toute personne qui en demandait. Rapidement, la nouvelle s'est répandue dans le quartier. En général, ces gens étaient les clients les plus gentils, polis et respectueux, même s'ils sentaient un peu mauvais, et que leur argent sortait parfois d'une chaussette trempée de sueur. Personne dans l'équipe ne faisait attention à l'odeur ou aux vêtements sales. Tant qu'ils achetaient leur herbe calmement et partaient, comme n'importe quel autre client, tout allait bien. Ce jour-là, il faisait froid et brumeux. C'était la période entre Noël et le Nouvel An. Un collègue était malade, donc j'étais seul à l'arrière du magasin pour m'occuper des clients. Il y avait un autre employé à la réception, et le garde de sécurité était à la porte. Des caméras de surveillance étaient présentes, mais personne ne les regardait en direct. C'est à ce moment-là que Happy est entré. Après avoir montré ses papiers à l'accueil, il s'est dirigé vers moi. Il était le seul client, et je vous jure que toute la pièce est devenue un peu plus froide quand il est entré. Il portait un long manteau de cuir marron, usé et froissé, qui lui arrivait jusqu'aux pieds, comme un manteau de cow-boy. On aurait dit qu'il vivait et dormait dans les mêmes vêtements depuis des années. Nous n'autorisions normalement pas les chapeaux, capuches ou lunettes de soleil dans la boutique, donc j'étais surprise que la sécurité ne lui ait pas demandé de retirer son couvre-chef. Cet homme devait mesurer près de 2 mètres, et il avait une carrure massive. Il n'était pas obèse, mais tout en muscles, du genre à pouvoir vous soulever et vous jeter comme une poupée de chiffon. L'odeur qu'il dégageait était quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant. C'était pire que la sueur ou l'urine. Il sentait la mort, comme s'il avait des carcasses pourrissantes sous son long manteau de cuir. J'avais déjà senti de mauvaises odeurs, mais là, c'était insupportable, bien au-delà de quelqu'un qui n'aurait pas pris de douche depuis quelques jours. En essayant de ne pas respirer trop profondément, je lui ai souri et lui ai dit « Bonjour monsieur, excusez-moi, pourriez-vous enlever votre chapeau? C'est la politique du magasin. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui ?» Il a grogné d'une voix grave, traînant des pieds et avançant lentement. Sa voix était rauque, comme s'il se gargarisait avec des graviers et pleine de colère contenue. « Je n'enlève pas mon chapeau », m'a-t-il répondu. À ce moment-là, je n'avais pas envie de me battre avec cet homme pour une histoire de chapeau. Je voulais juste qu'il entre et sorte rapidement. En baissant les yeux, j'ai vu qu'il ne portait pas de chaussures. Ce que j'ai pu voir de ses chevilles était enflé, d'un violet presque noir, de la taille d'un melon. Ses pieds étaient ensanglantés et déchirés, laissant une légère traînée de sang sur le sol en béton du magasin. Ma première pensée a été « Comment la sécurité a-t-elle pu le laisser entrer dans cet état ?» Ensuite, je me suis dit qu'il était manifestement blessé, et cela m'inquiétait en tant qu'être humain. Je me suis éloigné de lui, mettant l'étagère du comptoir entre nous, mais il n'y avait qu'1 mètre de distance. Plus il s'approchait, plus l'odeur devenait insoutenable. Je lui ai demandé doucement mais sincèrement « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» Ses yeux se sont brusquement tournés vers moi, remplis de colère. « En quoi ça t'importe ?» m'a-t-il répondu. Dans ma tête, je me suis dit « J'ai essayé. Ce n'est pas mon problème après tout. » Alors je lui ai demandé « Que puis-je vous proposer ?» Il a alors relevé la manche de son manteau pour montrer son avant-bras, couvert de brûlures, probablement faites avec des cigares. Certaines étaient anciennes, d'autres fraîchement infectées. Ce n'étaient pas des marques de piqûres, c'était clairement des brûlures au 3e degré. Il avait également un tatouage grossier et amateur d'un visage souriant. Un cercle mal dessiné, avec 2 lignes pour les yeux, et un sourire tordu. Il m'a pointé ce tatouage et m'a dit « Mon nom, c'est Happy ». L'odeur de pourriture était si forte que je ne pouvais plus respirer normalement, alors je prenais de petites bouffées d'air juste pour tenir. Il m'a dit qu'il avait marché depuis Aix-en-Provence. « Waouh, monsieur, c'est une sacrée marche. Alors, que puis-je faire pour vous ?» Il m'a répondu simplement « C'est juste pour toi ». Ses yeux étaient sombres et menaçants. Il était recouvert d'une couche de crasse, comme s'il vivait dans la forêt. Il ne ressemblait pas à un punk de rue habituel ou à un vétéran handicapé que l'on voit souvent dans le quartier. Je ne l'avais jamais vu auparavant,
Mais une fois suffit pour ne jamais l'oublier. Il n'arrêtait pas de me fixer. Je me suis éloigné le plus possible du mur, me tenant prête à fuir au cas où il tenterait quelque chose. Finalement, j'ai décidé de prendre quelques sachets de cannabis gratuits et de les lui offrir, ainsi qu'un peu plus, en lui disant que je paierai plus tard. Il respirait lourdement, continuant à me fixer. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui pour les gens qui marchent plus de 16 km pour venir ici. C'est tout pour vous, gratuit. Merci d'être passé. Il a accepté le sac, mais est resté là à me fixer. Merci, Happy, ai-je dit. Et ça a fonctionné. Il a fait un bruit guttural, puis s'est lentement dirigé vers la sortie. À la porte, il s'est retourné et m'a dit « On se reverra ». Il est enfin parti, laissant derrière lui cette odeur de mort. Je n'ai plus jamais revu Happy, heureusement. Quand j'ai demandé à la sécurité pourquoi ils l'avaient laissé entrer, ils m'ont dit qu'ils avaient vu ses pieds ensanglantés et lui avaient demandé si tout allait bien. Apparemment, Happy s'était énervé, menaçant de les étrangler. Vu qu'il n'y avait que le garde et 2 jeunes filles de 22 ans dans le magasin, il n'a pas voulu risquer sa vie et espérait que Happy prenne ce qu'il voulait et parte. Finalement, tout s'est bien passé, même si nous étions tous un peu secoués. Après son départ, nous avons dû nettoyer le sang au sol avec de l'eau de Javel, et nous avons envoyé un message à notre patron pour lui dire qu'il nous devait un bonus. Il a accepté, et nous avons tous vécu heureux pour toujours. Je suis une femme de 23 ans, et récemment j'étais en Afrique en vacances avec ma famille. Nous avons passé 2 nuits dans un camp en plein désert du Sahara. La première nuit, ma sœur et moi parlions de passer du temps avec les gars qui travaillaient là-bas. Ils avaient probablement entre 20 et 35 ans. Ils semblaient tous très sympathiques et inoffensifs. Cependant, autour du feu de camp ce soir-là, j'ai remarqué qu'un des gars commençait à me porter plus d'attention, et cela m'a un peu mise mal à l'aise. J'ai supposé que c'était juste une barrière linguistique ou quelque chose du genre. Dans le désert, on peut voir les étoiles de manière spectaculaire, et même la Voie lactée par nuit claire. Mais il faut attendre que la lune se couche, vers 2 heures du matin. J'imagine que c'était normal pour les gars du camp de venir frapper aux tentes, qui étaient de véritables tentes de luxe avec des lits, de la lumière, une toilette et une douche, et avec une serrure aux portes. Ce n'était donc pas du camping classique, pour voir si on voulait sortir admirer les étoiles. Ma sœur et moi partagions une tente, tandis que mes parents étaient dans une autre de l'autre côté du chemin. La première nuit, vers minuit, j'ai dit à ma sœur que j'étais trop fatigué pour sortir, car je m'endormais déjà. Elle est donc partie seule pour regarder les étoiles, et je n'ai pas verrouillé la porte de la tente pour qu'elle puisse rentrer si je m'endormais. 1 heure plus tard, je me suis réveillé soudainement, et j'ai vu une tête passer par l'ouverture de la tente. J'ai d'abord pensé que c'était ma sœur et à moitié endormie, je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, car sa position me paraissait étrange. Mais en me réveillant davantage, j'ai réalisé que c'était en fait l'homme du feu de camp, et sa tête passait dans ma tente pendant que je dormais. Je sais que cela aurait pu être un simple malentendu, mais je me suis senti totalement violé dans mon intimité, surtout que nous étions sur leur territoire, au milieu du désert. Je ne plaisante pas, nous avions dû prendre un trajet de camion de 30 minutes dans les dunes pour arriver là. À ce moment précis, j'ai ressenti une montée d'adrénaline et de panique. Je me suis sentie extrêmement nerveuse et sur mes gardes. Je suis allé à la porte de la tente et lui ai dit que j'étais fatigué, mais il a insisté pour que je vienne dans les dunes avec une couverture. J'ai continué à lui dire non, que je ne me sentais pas bien et que j'étais vraiment fatigué, ce qui était vrai. À ce moment-là, je ne savais pas où était ma sœur, ni où se trouvait ma famille. J'étais désorienté et tout ce que je savais, c'est que cet homme était là, me regardant littéralement dormir. Je n'ai aucune idée de combien de temps il était là. Cela aurait pu être une fraction de seconde ou 2 minutes, mais peu importe. J'étais terrifié. Je lui ai dit non à nouveau et lui ai promis que je regarderais les étoiles le lendemain soir. Il m'a dit qu'il ne serait pas au camp la nuit suivante, et c'est pourquoi il voulait que je sorte ce soir-là, mais je n'ai pas cédé. Quand il a compris que je n'allais pas sortir,
Il m'a demandé mon numéro. J'ai répondu que non, que j'avais un petit ami. Ce n'était pas vrai, mais c'était la seule manière pour que cet homme respecte mon désintérêt, en sachant qu'il y avait un autre homme dans l'histoire. Après ça, il m'a demandé mon prénom, et je lui ai donné, pensant que ça ne ferait pas de mal. Puis je lui ai souhaité bonne nuit, et j'ai verrouillé la porte cette fois-ci. Ensuite, je suis allé aux toilettes, où j'ai eu une forte diarrhée. Ce détail n'est pas vraiment important, mais je veux juste dire à quel point il m'a fait peur. Pendant que j'étais là, je l'ai entendu revenir et m'appeler de l'extérieur de la tente, mais je suis restée silencieuse. J'ai fini aux toilettes, puis je me suis allongée sur mon lit, essayant de me calmer, car mon cœur battait à tout rompre. Je l'ai entendu revenir encore une fois, appelant mon nom. Je me suis figée dans mon lit, sans dire un mot. J'ai essayé de contacter mon père par SMS, mais il ne répondait pas, et je ne me sentais pas à l'aise de quitter la tente. Finalement, ma sœur est revenue avec mon père. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils étaient confus, pensant que c'était bizarre, mais ils n'ont pas trop réagi. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai relancé le sujet, mais ma sœur et mon père m'ont dit que j'étais trop dramatique, que je devais arrêter d'en parler et que ce n'était pas si grave. Seule ma mère a été d'accord avec moi, en disant que c'était effectivement étrange. La deuxième nuit, ma sœur et moi étions de nouveau sous les étoiles, discutant avec les gars et nous relaxant. Il faisait très sombre et on ne voyait pas bien les visages. Je discutais normalement avec un des gars, quand au bout d'un moment, il m'a demandé si je me souvenais de lui. Je lui ai répondu que non, que je ne pouvais pas bien le voir. Il m'a dit d'allumer une lampe, alors je l'ai fait. Et devinez quoi? C'était le même gars que la veille. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit lui, car il m'avait dit qu'il ne serait pas là cette nuit-là. Ce qui me fait croire qu'il avait repris un service juste pour me voir. Mais je n'en suis pas certaine. Soit il avait menti pour me faire sortir avec lui la veille, soit il avait vraiment changé de plan. Étonnamment, ce soir-là, il s'est bien comporté et a respecté mes limites. Je n'ai donc rien dit au responsable du camp, mais j'étais prête à le faire s'il avait fait quelque chose de déplacé. Le lendemain matin, nous avons quitté la zone, et quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des demandes de messages sur Instagram. Vous ne devinerez jamais, cet homme m'avait retrouvé. J'avais tagué tout le désert dans les photos que j'avais postées. Il avait réussi à me retrouver juste avec mon prénom et un emplacement aussi vague qu'un désert entier. Mon prénom n'est même pas unique. Quoi qu'il en soit, il m'a envoyé un message, et bien que cela m'ait effrayé, je me suis dit que maintenant qu'il était inoffensif, je pouvais au moins voir ce qu'il voulait dire. Il m'a écrit, et je cite, « Tu sais, je suis vraiment content d'avoir trouvé ton compte. J'ai cherché pendant longtemps. » J'ai trouvé cela extrêmement effrayant à dire à quelqu'un, mais encore une fois, cela pourrait être juste une différence culturelle. Qui sait? Je ne lui ai pas répondu, et quelques jours plus tard, il m'a envoyé un autre message. « Salut, comment ça va ?» Mais je ne lui ai toujours pas répondu. Alors voilà, j'aimerais avoir votre avis sur cette situation. Est-ce que j'ai vraiment exagéré, ou est-ce que mon instinct m'a bien alerté? Il semble finalement inoffensif, mais on ne sait jamais. Je vais commencer par dire que je ne cautionne absolument pas le comportement que mes amis et moi avons eu cette nuit-là. Je suis bien conscient que tout cela aurait pu être évité si nous n'avions pas été aussi idiots. J'ai aussi commis une énorme erreur ce soir-là. C'était en plein été, vers la 2e semaine d'août pour être exact, et mes parents étaient départis pour le week-end à un mariage en dehors de la ville, me laissant seul à la maison. À 17 ans, j'étais plutôt content d'avoir la maison pour moi tout seul. Mes parents me faisaient en confiance, car je n'étais vraiment pas du genre à me mettre dans des ennuis. Je veux dire, j'avais fait quelques petites bêtises à l'école, mais rien de grave. Je ne fumais pas et je ne buvais pas, et la plupart de mes amis non plus. Mais cette nuit-là, tout était différent. Tout a commencé comme une soirée normale. Je jouais à la Xbox avec mes amis quand l'un d'entre eux a suggéré que nous sortions en cachette. Je n'étais pas vraiment contre cette idée, mais elle ne m'enthousiasmait pas non plus. Cela ne me semblait pas très amusant. Qu'allions-nous faire de toute façon? Juste marcher dehors, et après?
C'est à ce moment-là qu'Elias a proposé de faire quelque chose d'un peu fou. Il y avait une maison abandonnée au bout de la rue, ou du moins, c'est ce que nous pensions. Nous n'en étions pas sûrs à 100%. Une fille étrange qui prenait notre bus pendant des années y avait vécu, mais un jour, elle avait cessé de monter dans le bus, et après quelques mois, la maison avait commencé à ressembler à une ville fantôme. L'herbe avait poussé de manière sauvage et il était évident que personne ne s'en occupait plus. Elias m'a convaincu d'y aller, alors j'ai accepté. Je lui ai demandé quel était notre plan, et il m'a répondu que nous trouverions bien sur place. La maison se trouvait à l'angle de 2 chemins de campagne qui se croisaient. C'était une grande maison blanche à 2 étages avec un grand garage derrière. Nous avons pris nos vélos, car c'était un peu loin pour y aller à pied. Une fois arrivés, nous avons caché nos vélos et couru vers la porte arrière, mais bien sûr, elle était fermée à clé. Nous avons ensuite essayé la porte d'entrée, mais elle aussi était verrouillée. Nous sommes retournés à la porte arrière et nous avons décidé de la forcer en donnant des coups de pied ou en essayant de casser la poignée avec une masse que nous avions trouvée sur le côté de la propriété. Elias a commencé à frapper la poignée avec la masse et après 5 ou 6 coups, il a finalement réussi à la casser. Nous avons ouvert la porte et sommes entrés lentement. Tout ce que nous avions pour voir, c'était les lampes de poche de nos téléphones. Il faisait noir comme dans un four, et la maison était un véritable désastre. Il y avait des affaires éparpillées partout sur le sol, et c'était franchement dégoûtant. Dès que nous sommes entrés, nous avons remarqué une porte à côté de celle par laquelle nous étions passés. Elle menait au sous-sol. Nous avons jeté un coup d'œil en bas. Mon Dieu, cette maison ressemblait à un décor tout droit sorti d'un film d'horreur. Cela m'a vraiment filé les jetons. Je n'avais pas le courage d'aller y jeter un œil tout de suite, pas avant d'avoir exploré le reste de la maison. Nous avons fouillé la maison, mais nous n'avons pas trouvé grand-chose. Juste des tas de bric-à-brac sans intérêt. Ensuite, nous sommes montés à l'étage et avons vérifié toutes les pièces. « Bon mec, on ferait mieux de partir », ai-je dit. « Attends, t'as entendu ça ?» m'a demandé Elias. « Quoi ? Qu'est-ce que j'ai entendu ?»« Écoute, imbécile. » J'ai figé sur place quand j'ai entendu ce dont il parlait. « Mec, il y a quelqu'un ici, ai-je dit. « Ferme-la, devin, » a répondu Elias. « Jésus, mec, tu vas nous faire attraper, idiot. » Nous sommes restés silencieux un moment et avons écouté pendant que les bruits continuaient. Cela ressemblait à quelqu'un fouillant dans des boîtes ou des tiroirs. Puis, ce que nous redoutions le plus s'est réalisé. Nous avons entendu des pas se diriger vers les escaliers. « Mec, on y va, » ai-je dit. Nous avons couru dans l'une des chambres et nous nous sommes cachés dans le placard. Mais moi, de mon côté, j'ai commencé à ouvrir la fenêtre. Je faisais beaucoup de bruit, mais je m'en fichais. Tout ce qui comptait, c'était de sortir de cette maison. « Mec, qu'est-ce que tu fais ? Ne pars pas, bon sang. »« Allez, mec, on doit y aller. » J'ai sauté par la fenêtre et suis tombé sur le rebord. J'ai fait une mauvaise chute et me suis fait mal à la jambe, mais j'ai atterri mieux que je ne le pensais. Elias a commencé à crier et m'a dit de l'attendre, ce que j'ai fait. « Dépêche-toi, mec, on n'a pas beaucoup de temps, » ai-je dit. Il a sauté à son tour, mais il est tombé plus lourdement que moi et s'est blessé encore plus. Heureusement, il a quand même pu marcher en boitant un peu. Il m'a rejoint derrière un arbre et s'est assis pour reprendre son souffle. « Mec, il faut vraiment qu'on parte d'ici, » ai-je dit. « Ça va, au fait ?» Il m'a juste regardé avec un air évident, comme pour me dire que non, ça n'allait pas du tout. Soudain, nous avons entendu des gens parler à côté. Heureusement, c'étaient les voisins. Il a commencé à marcher vers eux. Rappelons que nous étions à la campagne et que les maisons étaient assez éloignées les unes des autres. Nous avons vite compris que nous ne pouvions pas leur demander de l'aide, étant donné que nous venions de commettre un crime en entrant par effraction dans cette maison. Mais savoir qu'il y avait d'autres personnes aux alentours nous a quand même rassurés un peu. Si cela tournait mal, nous savions que nous n'étions pas seuls. Nous avons continué à nous éloigner de la maison vide et avons trouvé un endroit plus sûr pour nous cacher, le temps qu'Elias puisse reposer sa cheville. Après quelques minutes, nous avons commencé à entendre des bruits forts et des cris venant de la maison dans laquelle nous venions de pénétrer. Il devait y avoir 4 ou 5 personnes à l'intérieur. Et puis, d'un coup, une dizaine ou quinzaine de coups de feu ont retenti, comme si quelqu'un tirait avec une arme automatique.
J'ai paniqué et nous avons couru aussi vite que nous pouvions. Elias avait du mal avec sa cheville, ce qui nous a obligés à prendre un long détour de presque 6 kilomètres pour rentrer. Pendant pratiquement tout le trajet du retour, j'ai dû soutenir mon ami qui ne pouvait presque plus marcher sans mon aide. Cela nous a pris bien 2 heures pour rentrer à la maison, et tout au long du chemin, nous entendions encore des coups de feu de la part de ces cinglés. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si nous étions tombés sur eux. Je ne sais pas s'ils squattèrent la maison, ou s'ils en étaient les propriétaires, ni ce qui se passait vraiment là-bas. Quelques mois plus tard, nous avons appris aux informations que quelqu'un avait été tué par balle dans cette maison. Ils n'ont jamais attrapé les coupables. Depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Nous n'avons jamais vraiment vu ces gens, mais je suis sûr qu'ils savaient que nous étions là. Nous avons essayé de revenir chercher nos vélos quelques jours plus tard, mais ils avaient disparu, alors ils ont dû les prendre. C'est fou de penser que quelqu'un a été littéralement assassiné dans cette maison pendant que nous étions là. Cela aurait très bien pu être nous si nous avions été découverts. Je suis sûr que nous aurions été tués pour être témoins.